Dans ce deuxième chapitre, nous allons voir la loi normale, c'est-à-dire la liaison entre un caractère qualitatif et un caractère quantitatif. Avant de commencer par la loi normale, donc, il serait très intéressant de savoir comment peut-on déterminer la nature d'un caractère statistique étudié. Pour ce faire, d'abord, on doit répondre à la question suivante. Peut-on répondre à la question posée par un nombre? Alors là, nous avons deux réponses. Si la réponse est non, donc la nature du caractère statistique est qualitative. Maintenant, si la réponse est oui, une deuxième question s'impose. Laquelle? Les réponses sont-elles regroupées en classes? Alors là aussi, on va avoir deux réponses. Si la réponse est non, donc la nature du caractère statistique est quantitative discrète. Si la réponse est oui, donc la nature du caractère statistique est quantitative continue. Définition de la loi normale. La loi de probabilité la plus utilisée en statistique est la loi normale, dite encore la loi de Gauss. Une variable aléatoire x suit une loi normale si le graphe obtenu est la fameuse courbe en cloche et qui dépend de deux paramètres, à savoir la moyenne, notée mu, et l'écart-type de x, noté delta, quand il s'agit d'un échantillon, et noté sigma quand il s'agit d'une population. Sachez que, en biologie, quand on fait une étude statistique, on prend toujours des échantillons qui doivent être bien sûr représentatifs de la population. De ce fait, c'est la notion de delta qui est retenue dans notre cas. On peut dire aussi que la distribution est symétrique par rapport à mu, qui caractérise donc la tendance centrale. Quant à delta, il caractérise la dispersion de la distribution. Et on peut dire que plus il est grand, plus la distribution est étalée de part et d'autre de mu. Les points d'inflexion se trouvent à mu moins 1 delta et mu plus 1 delta, avec une probabilité qui est de 68,26. Alors il faut noter encore que avant l'utilisation des outils statistiques courants, il faut toujours vérifier que les données à traiter suivent une loi normale. Pour ce faire, d'une manière très simple, on trace un graphique de la fréquence relative ou la fréquence cumulée en fonction de la variable étudiée. Si ce graphe ressemble à une cloche, donc on peut dire que notre variable suit une loi normale. Calcul de la moyenne et de la variance. D'une manière générale, toute distribution de fréquence peut se caractériser par deux catégories de paramètres, à savoir la valeur moyenne ou position de la courbe ou notion de tendance centrale de la courbe et la dispersion des observations, c'est-à-dire les écarts qui existent
entre les différentes observations par rapport à la moyenne. Notion de tendance centrale. Pour la moyenne qui représente la notion de tendance centrale de la courbe, on utilise d'abord la moyenne arithmétique, dite encore moyenne tout court. Si nous disposons d'un échantillon de n sujets, on peut calculer sur cet échantillon la moyenne m par la formule donnée ci-après. M égale à la somme des ni fois xi sur grand N, où ni représente l'effectif de la variable xi et grand N la somme des ni. On note aussi que la valeur de m est une estimation de la moyenne inconnue mu. Bien sûr, tout à l'heure, on reviendra sur la notion de la moyenne mu en détail. Maintenant, on va voir la notion de la médiane. C'est la valeur de la variable définie par la condition qu'il existe autant de valeurs qui lui sont inférieures que de valeurs supérieures. Et là, on peut tomber sur deux cas de figure. Premier cas de figure, lorsque le nombre d'observations est impair. Si on prend un exemple, dans une distribution, nous avons les valeurs suivantes: 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. C'est-à-dire, au total, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valeurs. Alors, là, on définit la médiane comme étant égale à 5. Et pour cette valeur de médiane, on constate, par rapport à cette médiane, existe autant de valeurs qui lui sont inférieures, 2, 3, 4, 4, que de valeurs supérieures, c'est-à-dire 6, 7, 8 et 10. Deuxième exemple, lorsque le nombre d'observations est pair. Alors, que faire? Alors, on prend celle du milieu, c'est-à-dire 5 et 6, va correspondre à la médiane. Donc, c'est l'intervalle médian entre 5 et 6. Donc, ça nous fait 11 divisé sur 2 égale 5,5. Pour cette médiane, on constate qu'il existe autant de valeurs qui lui sont inférieures que de valeurs supérieures. Comment interpréter une médiane donnée? Si on connaît la médiane d'une série, que peut-on en déduire? Au moins la moitié, c'est-à-dire 50% des valeurs, sont inférieures ou égales à la médiane. Aussi, au moins la moitié, c'est-à-dire 50% des valeurs, sont supérieures ou égales à la médiane. Exemple, dans une classe, si on prend la médiane des notes à un contrôle qui est égal à 11, on peut dire que au moins la moitié des élèves ont une note inférieure ou égale à 11 et au moins la moitié des élèves ont une note supérieure ou égale à 11. Calcul de la variance delta au carré et de l'écart-type delta. Dans un échantillon, la valeur de la variance delta au carré n'est pas une estimation tout à fait satisfaisante de sigma 2, c'est-à-dire la variance d'une population. La meilleure correction possible consiste à compenser le numérateur trop petit de delta au carré en diminuant le dénominateur
de une unité. De ce fait, la formule de la variance d'un échantillon s'écrit comme suit. Delta au carré égale à la somme des ni fois xi moins 1 au carré sur grand N moins 1, où grand N égale somme des ni. Et l'écart type delta égale tout simplement la racine carrée de delta au carré. Bien sûr, tout à l'heure, on verra une application numérique qui va nous permettre de mieux comprendre comment calculer la variance et l'écart type. Sachant, s'il s'agit d'une population, on prendra donc sigma 2 égale la somme des ni sur xi moins 1 au carré sur grand N. Maintenant, il est intéressant de voir la signification de l'écart type delta. L'écart type est une mesure de la dispersion des valeurs d'un échantillon représentatif autour de sa moyenne arithmétique. Cet écart type est faible plus les valeurs sont regroupées, c'est-à-dire sont proches de la moyenne. Alors, et à partir de ce graphe, on peut dire aussi que 68,3% des valeurs du caractère étudié sont comprises dans un intervalle de plus ou moins un écart type de part et d'autre de la moyenne. Deuxième point, 95,4% des valeurs du caractère étudié sont comprises dans un intervalle de plus ou moins 2 écarts types autour de la moyenne. Maintenant, à travers un exemple, on va très bien comprendre. Si on prend la moyenne et l'écart type qui sont obtenus lors d'un examen et qui sont respectivement de 12,5 sur 20, c'est-à-dire c'est la moyenne, et un écart type de 2,5 sur 20. Alors, que veut dire ce résultat? Que signifie un écart type de 2,5 sur 20? Alors, on peut l'interpréter comme suit. On peut dire que 68,3 des étudiants ont une note comprise entre 10 et 15 sur 20, c'est-à-dire ça correspond à plus ou moins un écart type autour de la moyenne qui est de 12,5 sur 20. C'est-à-dire cette moyenne qui est de 12,5 moins un écart type, ça me fait 10, plus un écart type, ça me fait 15 sur 20. Très bien. Le deuxième point, on dira aussi que 94,4% des étudiants ont une moyenne comprise entre 7,5, c'est-à-dire c'est la moyenne moins 2 écarts types, et 17,5, c'est-à-dire la moyenne plus 2 écarts types. Voilà. Précision d'une moyenne. On commence par le cas des grands échantillons, c'est-à-dire lorsque la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30. L'observation d'une moyenne sur un échantillon de n observations permet d'assigner à la moyenne inconnue mu l'intervalle de confiance m plus ou moins t fois delta sur racine carrée de n, où delta correspond à l'écart type, n c'est l'effectif de l'échantillon et t
c'est une valeur qui est lue dans la table de T. Si on prend par exemple un taux de sécurité de 95%, c'est-à-dire taux d'erreur alpha égale 5%. C'est très simple. Dans la table de T, on cherchera la ligne infinie, c'est la dernière ligne, donc ça va de 1 jusqu'à 29. Ensuite, 30 et plus, c'est indiqué par infini. Ensuite, on va la faire croiser avec la colonne qui correspond à alpha égale 0,05. L'intersection de la colonne alpha égale 5% et le nombre effectif choisi, bon, pour nous, vu que c'est supérieur à 30, donc c'est infini, ça nous donne une valeur de t qui est égale à 1,96. C'est pour cela que j'ai dit permet d'assigner à la moyenne inconnue mu l'intervalle de confiance à 5% qui est égal à m, c'est la moyenne calculée, plus ou moins t qui est égal ici à 1,96 fois delta sur racine carrée de n. Alors, notons maintenant que t fois delta sur racine carrée de n correspond à la précision. Autrement dit, mu est égal à l'intervalle de confiance, est égal toujours à notre moyenne calculée plus ou moins la précision, c'est-à-dire plus ou moins 1,96 fois delta sur racine carrée de n. Et on peut dire aussi, et on peut plutôt choisir un risque autre que 5%, par exemple pour alpha égale 1%, donc la formule, elle devient mu est égal à m plus ou moins 2,58 fois delta sur racine carrée de n, où le 2,58 c'est la valeur de t lue dans la table de t, l'intersection de la ligne infinie et la colonne alpha égale 0,01. Une fois que nous avons vu le calcul de la moyenne arithmétique, la variance, l'écart-type, la précision et l'intervalle de confiance des grands échantillons, il serait intéressant de voir un exemple. Le dosage de la glycémie chez 295 patients a fourni les données consignées dans le tableau ci-après. Dans ce tableau, on trouve deux colonnes. La première colonne, à gauche, correspond à la glycémie. Pour nous, on la considère comme étant xi, c'est notre variable. Glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Et l'unité, elle est donnée par gramme de glucose par 1 litre de sang. Et nous avons des valeurs comprises entre 0,63 et 1,47. La deuxième colonne correspond à la fréquence, c'est-à-dire si je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième ligne, nous avons une fréquence de sécond2. Qu'est-ce qu'on veut dire par une fréquence sécond2? C'est-à-dire, sur les 295 patients, nous avons sécond2 patients qui présentent une glycémie qui est de 0,98 grammes par litre. Si je prends par exemple, là, une fréquence de 20, c'est-à-dire nous avons parmi cet échantillon total qui est de 295, 20 patients qui présentent
une glycémie qui est de 1,17 grammes par litre, etc. Alors, maintenant, à partir de ces données, il nous demande de calculer la moyenne, la variance, l'écart type de cette variable. Bien sûr, en plus, on va calculer ce qu'on appelle tout simplement la précision et l'intervalle de confiance. Comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, avant de commencer de calculer ces différents paramètres, la première condition sine qua non, c'est de voir comment évolue notre variable, à savoir cette glycémie. Est-ce que cette variable suit une loi normale ou non? Si elle suit une loi normale, donc pas de problème, on peut les calculer. C'est-à-dire, pour la loi normale, qui va présenter deux éléments importants, à savoir, c'est la moyenne et l'écart type. Là, on l'a fait très simplement sur ce graphique. Qu'est-ce qu'on a représenté? La fréquence en fonction de notre variable xi, c'est-à-dire les différentes concentrations de glycémie retrouvées chez l'ensemble de ces patients. Et nous constatons qu'on obtient un histogramme qui ressemble quand même, il présente une allure de cloche. S'il présente une allure de cloche, veut dire c'est une courbe de Gauss, alors on dit tout simplement que notre variable suit une loi normale. Mais on peut très facilement le confirmer sur Excel. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends ma variable, ensuite je calcule la loi normale. Donc je clique sur la loi normale au niveau de l'outil statistique. J'obtiens une nouvelle fenêtre qui me demande d'introduire ma valeur, la variable. Donc on commence par la première, par exemple 0,63. Dans une deuxième case, on doit introduire ensuite la moyenne. Troisième case, on va introduire l'écart type. La dernière case, c'est-à-dire le type de probabilité cumulative ou non. Donc nous, on met non, c'est-à-dire on coche sur faux ou bien tout simplement on écrit faux. Ensuite, on met OK et on obtient la probabilité d'avoir une glycémie de 0,63. Ensuite, on tire du haut vers le bas pour calculer l'ensemble des valeurs de xi. Bon, pour fixer la moyenne et l'écart type, donc on est obligé d'ajouter des dollars, le signe de dollar juste après la moyenne et juste après l'écart type. Bien sûr, quand je dis après, bien sûr, avant, après, avant, après. Voilà, donc la manière qui nous permet de calculer avec certitude si notre variable suit une loi normale ou non. Une fois que ça a été démontré maintenant avec une manière très simpliste, on passe au calcul des différents paramètres. Le calcul du tableau suivant s'impose pour pouvoir estimer la moyenne et la variance. La première colonne correspond aux xi, la deuxième au ni, c'est les données du problème. Et on passe directement au calcul de la troisième colonne qui correspond à ni fois xi. Donc, qui correspond par exemple pour la première ligne, première valeur de xi qui est de 0,63 plus la valeur de ni qui est de 2. Donc 2 fois 0,63, ça me donne 1,26. Et on reprend le même processus pour l'ensemble des xi. Une fois que nous avons calculé la troisième colonne, on passe à la suivante et qui correspond à xi moins m.
Et ça, on le fait pour chaque ligne. Donc, pour ce faire, le calcul de la moyenne s'impose. Comment on calcule la moyenne? Tout simplement, on l'a déjà dit précédemment, M correspond à somme des NI fois XI qui est égal, on retrouve la valeur au niveau de la dernière ligne de la troisième colonne, somme égale 298,26 que l'on divise sur grand N. Grand N est de 2,95. C'est la dernière ligne de la deuxième colonne. Normalement, somme des NI fois XI sur grand N, ça me donne 298,26 sur 295. On obtient une moyenne qui est de 1,01. Une fois que nous avons calculé la moyenne, donc avec aisance, on peut calculer la quatrième colonne. XI, par exemple, première valeur de XI, c'est 0,63 moins 1,01, ça me donne une valeur de moins 0,38. Le même processus est repris pour les différentes valeurs de XI. Ensuite, on passe à la cinquième colonne qui correspond à XI moins M au carré, c'est-à-dire on va lever au carré chaque valeur obtenue pour XI moins M. Par exemple, la première qui est de moins 0,38, XI moins M, 0,38, donc au carré, ça me donne 0,1444, mais on vous conseille vivement de prendre 3 chiffres après la virgule. C'est amplement suffisant, c'est-à-dire je dirais directement 0,144. Enfin, la dernière colonne, elle correspond à NI facteur de XI moins M au carré. C'est-à-dire, on prend la cinquième colonne, pour chaque XI moins M au carré, on va le multiplier par son effectif. Donc, concernant la première ligne, le XI moins M au carré est égal à 0,144. On va le multiplier par son NI qui est de 2, donc 2 fois 0,144. Ça me donne une valeur de 0,289. Donc j'arrondis puisque la quatrième valeur après la virgule est supérieure à 5. Donc si c'est supérieur ou égal à 5, on prend toujours la valeur majorante. Au lieu de dire donc 0,2888, je dirais directement 0,289. La somme donc de ces lignes va nous donner une valeur qui est de 5,5785, c'est-à-dire, je dirais tout simplement 5,579. Une fois que j'ai calculé la somme des NI, XI moins M au carré, avec ça, donc, on peut calculer la variance, parce que la variance est égale à quoi? Est égale tout simplement à somme des NI, XI moins M au carré divisé sur N moins 1, c'est-à-dire divisé sur 294. Le reste des résultats, on le verra dans la diapo suivante. Là, sur cette diapo, on voit le détail du calcul de la moyenne arithmétique. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, M est égal à somme des NI, XI sur grand N. Donc, égal à 298,26 sur 295. Donc, ça nous donne une glycémie moyenne qui est de l'ordre de 1,01 g par litre. Concernant le calcul de la variance, c'est delta 2 est égal à somme des NI, facteur de XI moins 1 au carré sur N moins 1. Alors, delta 2, ça correspond donc à 5,579 divisé par 295 moins 1. Donc, delta 2, c'est-à-dire la variance, est égal à 0,0189. L'écart type, donc delta, ce n'est que la racine carrée
de la variance, c'est-à-dire c'est la racine carrée de 0,0189 et ceci nous donne une valeur de 0,138 grammes par litre. Maintenant, concernant le calcul de la précision, pour un taux de sécurité qui est de 95%, c'est-à-dire alpha taux d'erreur égale 5%, précision, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, elle correspond à 1,96 parce que alpha égale 5% fois delta, c'est-à-dire l'écart type, sur racine carrée de n. Et ça nous donne une valeur de 0,016 grammes par litre. Donc finalement, l'intervalle de confiance qui correspond à mu, la vraie moyenne, est égal pour alpha égale 5% à 1,01, c'est la moyenne, plus ou moins la précision qui est de 0,016. Donc ça nous fait un intervalle de confiance qui est compris entre 0,99 et 1,03 grammes par litre, et ce pour alpha égale 5%. Maintenant, il est très intéressant d'assigner une interprétation biologique à nos résultats obtenus. Alors, d'après les résultats de notre échantillon, dont n est égal à 295 patients, on peut conclure que si on prend au hasard 100 patients à partir de la population où a été prélevé notre échantillon de 295 individus pour analyser la glycémie, on est sûr à 100% que 95 patients présenteront une glycémie comprise entre 0,99 et 1,03 grammes par litre. Les 5 autres patients présenteront soit une glycémie inférieure à 0,99, soit supérieure à 1,03. Bien sûr, tout ça pour un risque d'erreur alpha égale 5%. Une autre remarque, on peut reprendre le même exercice, mais au lieu de choisir un taux d'erreur alpha égal à 5%, on peut prendre alpha égal à 1%. Donc, on va suivre les mêmes étapes, exactement la même chose, sauf que au niveau de la précision, là où il y a le t, au lieu de mettre 1,96, je mettrai 2,58, c'est-à-dire mu, l'intervalle de confiance est égal à la moyenne observée plus ou moins 2,58 fois delta sur racine carrée de n. Maintenant, on va aborder la précision d'une moyenne, mais lorsqu'il s'agit de petits échantillons. Autrement dit, lorsque la taille de notre échantillon, ou bien l'effectif, est strictement inférieur à 30. Donc on dira que l'observation d'une moyenne M sur un petit échantillon de n cas permet d'assigner à la moyenne inconnue mu l'intervalle de confiance, par exemple à 5%, ça peut être aussi à un autre pourcentage comme 1%, mu est égal à m plus ou moins t fois delta sur racine carrée de n, où t est donné par la table de t quand n est inférieur à 30 pour le nombre de DDL, c'est-à-dire degré de liberté, est égal à n-1 et le risque alpha correspondant ou choisi. Je m'explique. Si on prend par exemple la taille de l'échantillon égale 15, donc tout simplement dans la table de t, on va directement vers la ligne 15, mais je ne prendrai pas 15 puisque c'est DDL-1, donc c'est 15 moins 1, donc je remonte d'un cran, donc je prendrai
la ligne où c'est marqué 14. Alors, l'intersection de la ligne 14 avec la colonne correspondant à alpha égale 0,05, c'est-à-dire 5%, nous donne la valeur de t lue dans la table de t pour DDL-1. Là maintenant, nous allons voir une application, un exercice qui va nous permettre de mieux comprendre comment calculer la moyenne, la variance, l'écart-type, la précision et l'intervalle de confiance quand il s'agit de petits échantillons. Donc, qu'est-ce qu'on dit là? Prenons le même exercice que celui donné ci-dessus, sauf que le nombre de patients est inférieur à 30, c'est-à-dire nous avons n est égal à 10. Le premier patient, par exemple, il présente 0,63, une glycémie de 0,63 grammes par litre. Le cinquième patient présente une glycémie de 0,98, etc. Donc, vous voyez très bien, là, on n'a pas une autre colonne concernant les fréquences, vu que pour chaque variable, nous avons un seul individu. Et vous allez voir que le fait que la colonne de NI n'existe pas, donc ceci va se répercuter sur la formule de la moyenne arithmétique et de la variance, c'est-à-dire on va le calculer autrement. La première colonne correspond aux valeurs de ma variable xi, donc ça va de 0,63 jusqu'à 1,47. Alors, vu qu'on n'a pas les NI, donc le calcul de la moyenne change. Cette fois-ci, on dira que la moyenne est égale à somme des xi sur grand N. Tout à l'heure, lorsqu'on avait une colonne qui représente les fréquences pour chaque valeur de xi, on avait dit somme des ni fois xi sur grand N. Vu que ni est égal à 1, donc tout simplement la moyenne égale somme des xi sur n. La somme des xi, donc je somme toutes les valeurs allant de 0,63 jusqu'à 1,47 et ça me donne un total de 10,01 que l'on divise sur n. La taille de l'échantillon est égale à combien? Nous avons 10 patients, donc divisé sur 10 et ça me donne une glycémie qui est de 1,001 g par litre. Une fois que nous avons calculé la moyenne, maintenant avec aisance, on peut calculer la variance. Et pour ce faire, d'abord, je calcule la deuxième colonne qui correspond à xi moins m, c'est-à-dire pour la première ligne, ça va être 0,63 moins 1,001, ça me donne une valeur de moins 0,371. Si je prends la dernière ligne, ça me fait 1,47 moins une moyenne de 1,001, donc ça me donne 0,469. Troisième colonne, donc ça va être la deuxième colonne levée au carré. Donc moins 0,371 au carré, ça me donne une valeur tout simplement de 0,138. Voilà, donc je prendrai directement 3 chiffres après la virgule. Alors maintenant, connaissant la somme des xi moins m au carré, qui est de 0,67, et comme nous n'avons pas les ni, a fait que le calcul de la variance change. Donc je dirais que delta 2 est égal à somme des xi moins m au carré, bien sûr, sur n moins 1, vu que les ni à chaque fois pour les différentes valeurs de notre variable xi, leur fréquence est égale à 1.
On revient sur le calcul de la moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, m est égal à la somme des xi sur grand N. Donc 10,01 sur 10, ça me fait 1,001 g par litre. Concernant le calcul de la variance, donc on a delta 2 égale somme des xi moins m au carré sur n moins m, ce qui correspond à 0,67 sur 9. Donc, delta 2 égale 0,0748. Maintenant, on s'intéresse au calcul de la précision pour alpha égale 5%. Comme tout à l'heure, la précision, elle correspond à plus ou moins t fois delta sur racine carrée de n. Et le t correspondant au niveau de la table de t pour un nombre de DDL moins 1, donc c'est 10 moins 1 égale à 9, c'est la ligne 9. On va la faire croiser avec la colonne alpha égale 0,05, ça nous donne une valeur de t qui est de 2,262. Donc, au final, la précision est égale à 2,262 fois 0,273, qui correspond à delta, c'est-à-dire l'écart type, sur la racine carrée de 10, ça nous donne une valeur qui est de 0,196 grammes par litre. Et on pourra dire que l'intervalle de confiance pour alpha égale 5% est égal à m, c'est-à-dire 1,001 plus 0,196, ça nous fait plus ou moins, bien sûr, 0,196, donc ça nous fait un intervalle qui est compris entre 0,81 et 1,2 grammes par litre. Quelle est la conclusion biologique concernant cet exercice? On dira que, d'après les résultats de notre échantillon, composé de 10 patients, donc il est loin d'être représentatif de la population. On peut conclure que si on prend au hasard 100 patients pour analyse de la glycémie, on est sûr à 100% que 95 patients présenteront une glycémie comprise entre 0,81 et 1,2 g par litre. Les 5 autres patients présenteront une glycémie inférieure à 0,81 ou supérieure à 1,2 g par litre. Et ce, pour un risque d'erreur alpha égale 5%. Comparaison de deux moyennes observées. Cas des grands échantillons. N supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire l'effectif de l'échantillon A et l'effectif de l'échantillon B doivent être obligatoirement supérieurs ou égal à 30. On dira tout simplement que la comparaison de deux moyennes observées ou calculées, c'est la même chose, respectivement M de A, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon A, et M de B, c'est-à-dire la moyenne de l'échantillon B, se base toujours sur le calcul de l'écart réduit et qui correspond à M de A moins M de B, attention, là c'est en valeur absolue, sur la racine carrée de la variance de l'échantillon A que l'on divise sur son effectif N de A plus la variance de l'échantillon B que l'on divise sur son effectif, c'est-à-dire N de B. Alors, maintenant, si l'écart réduit calculé est supérieur ou égal à 1,96, bien sûr, pour alpha égale 5%, alors la différence est significative. Veut dire que, effectivement, M de A est différente de M de B.
Au contraire, cette fois-ci, si l'écart réduit calculé demeure strictement inférieur à 1,96 pour alpha égale 5%, alors la différence est non significative entre M de A et M de B. Autrement dit, M de A est égal à M de B. Comparaison de deux moyennes observées. Cas des petits échantillons, c'est-à-dire lorsque l'effectif est inférieur à 30. La comparaison de deux moyennes observées, respectivement M de A et M de B, sur NA et NBK, dont l'un au moins des deux échantillons est inférieur à 30, se base toujours sur le calcul de T, qui est donné par la formule suivante. Le T calculé est égal en valeur absolue la moyenne de l'échantillon A moins la moyenne de l'échantillon B sur la racine carrée de la variance sur N de A plus la variance sur N de B, où la variance delta 2 désigne l'estimation de la variance qui est supposée commune pour les deux échantillons. Et comment peut-on la calculer? Tout simplement, on dira que la variance delta au carré est égale à la variance de l'échantillon A multiplié par son effectif moins 1 plus la variance de l'échantillon B multiplié par son effectif moins 1 et le tout est divisé sur l'effectif de l'échantillon A plus l'effectif de l'échantillon B moins 2, c'est-à-dire DDL moins 2. Au final, si le T calculé demeure inférieur à la valeur de T lue dans la table de T, pour DDL égale N de A plus N de B moins 2 et le risque alpha de 5%, alors on dira que la différence n'est pas significative. Et au contraire, si le T calculé demeure supérieur ou égal à la valeur lue dans la table de T, pour DDL toujours, N de A plus N de B moins 2, c'est-à-dire DDL moins 2, et le risque alpha égale 5%, alors la différence est significative. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire DDL est égal à N de A plus N de B moins 2? Si je prends par exemple le premier échantillon présente un effectif de 10. Le deuxième échantillon présente un effectif de 12. Donc, DDL moins 2 est égal à 10 plus 12, ça me fait 22 moins 2 égale 20. Donc, au niveau de la table de T, on va faire correspondre la valeur qui se trouve au niveau de la ligne, la valeur 20, au niveau de la ligne, et on va la croiser avec la colonne de alpha égale 0,05. Et là, on va lire avec aisance la valeur de T donnée par la table de T. Comparaison de deux variances. Ce test s'utilise dans le cas de deux moyennes, lorsque les échantillons sont petits. Par exemple, le nombre d'observations est inférieur à 10. C'est le cas des problèmes de mesure, quand on fait des dosages, par exemple, qui sont très onéreux. Alors, la méthode est jugée d'autant plus précise que la variable est faible. Pour comparer la précision de deux méthodes, on est donc
conduit à comparer leurs variances. La comparaison de deux variances, la variance de l'échantillon A et la variance de l'échantillon B, qui sont estimées sur n de A et n de BK, où la variance de l'échantillon A est la plus grande des deux variances, est basée sur le calcul du rapport F est égal variance de l'échantillon A sur variance de l'échantillon B. Maintenant, au contraire, si la variance de l'échantillon B est supérieure à la variance de l'échantillon A, donc qu'est-ce qu'on va faire? F égale variance de l'échantillon B sur variance de l'échantillon A. Ce rapport est comparé à la valeur de Fs. C'est une valeur qui est donnée par la table de F. Par exemple, on peut choisir table de F point 2,5%. Il y a d'autres tables de F pour 1% et 1 pour 1000, même à 5%. Maintenant, si F est inférieur à Fs, c'est-à-dire lu dans la table, les deux variances ne diffèrent pas significativement pour le risque alpha est égal à 2,5%. Si F est supérieur ou égal à Fs, les deux variances diffèrent significativement pour le risque alpha égale 2,5%. Le degré de signification peut être précisé en comparant F à la valeur de Fs qui est donnée par les tables de F point 1% et table de F point 1 pour 1000. Exemple, deux méthodes de dosage de la même protéine que j'appellerai X ont fourni les résultats qui suivent. Nous avons pris 4 patients. Sur chacun d'eux, nous avons fait un prélèvement et ce prélèvement a été traité par deux méthodes différentes qu'on appellerait méthode 1 et méthode 2. Par exemple, la méthode 1 a fourni les résultats de 0,8, 0,9, 1 et 1,1. La méthode 2 a fourni les résultats qui suivent 0,5, 0,6, 0,6 et 0,7. Alors la question que l'on se pose, peut-on dire que ces deux méthodes fournissent le même résultat? Solution. Pour répondre à cette question, normalement, deux méthodes d'analyse s'imposent, à savoir la comparaison de deux moyennes et la comparaison de deux variances. Commençons par la première approche qui va nous permettre d'appliquer le test de comparaison de deux moyennes cas des petits échantillons. Nous avons deux tableaux. Un concerne la méthode 1. Le deuxième concerne la méthode 2. Pour la méthode 1, nous avons 3 colonnes. La première colonne représente les xi. Deuxième colonne, xi moins m. Troisième colonne, xi moins m au carré. Cela va de soi. Pour calculer la deuxième colonne, xi moins m, donc nous sommes obligés d'évaluer la moyenne. La moyenne, dans ce cas-là, est égale à somme des xi sur grand N, c'est-à-dire, je prends la somme de la première colonne qui est égale à 3,8 sur nombre d'observations égale à 4. Ça nous fait une moyenne de 0,95. Pour la deuxième colonne, xi moins m, donc ça nous donne les valeurs suivantes, moins 0,15, moins 0,05, 0,05 et enfin 0,15. La troisième colonne, c'est elle qui nous intéresse, c'est le xi moins m au carré. Donc, vers la dernière ligne, troisième colonne, ça me fait une somme qui est de 0,5.
0,05, c'est-à-dire somme des xi moins m au carré. Connaissant la somme des xi moins m au carré, donc avec aisance, on peut calculer la variance. Donc la variance correspond à somme des xi moins m au carré sur n moins 1. Et ça nous donne une valeur de 0,0167. On répète les mêmes opérations pour la méthode 2 et j'obtiendrai une moyenne qui est de 0,6. Donc, a priori, elle est nettement inférieure à la moyenne obtenue par la méthode 1 et une variance qui est de 0,00667. Maintenant, passons au test de la comparaison de deux moyennes par le test de t cas des petits échantillons. On dit que le t calculé correspond à m de a moins m de b en valeur absolue, ou m de a correspond tout simplement à la moyenne obtenue par la méthode 1 et m de b, la moyenne obtenue par la méthode 2, sur racine carrée de la variance sur n de a, c'est-à-dire l'échantillon qu'on a utilisé pour la méthode 1, qui est égal à 4, plus la variance divisé sur le nombre de l'échantillon 2, c'est-à-dire utilisé pour la méthode 2. Regardez bien, là j'ai dit variance, je n'ai pas spécifié, je n'ai pas dit variance de l'échantillon A et variance de l'échantillon B. Attention, hein. Alors maintenant, cette variance, c'est quoi? Ce n'est qu'une variance commune pour l'ensemble des deux échantillons. Donc, on doit la calculer. Et cette variance commune pour l'ensemble des deux échantillons est égale à la variance de l'échantillon 1, c'est-à-dire de la méthode 1, fois son effectif moins 1, plus la variance de l'échantillon B, c'est-à-dire de la méthode 2, fois son effectif moins 1, et le tout est divisé sur n de A plus n de B moins 2. Dans notre cas, pour la méthode 1, donc le nombre d'individus de patients était de 4. Le même nombre pour la méthode 2, donc ça me fait 4 plus 4 moins 2, ça me fait 6. En mettant maintenant, en remplaçant les variances pour chaque échantillon, j'obtiendrai une valeur de 0,012. Autrement dit, la variance commune pour les deux échantillons est estimée à 0,012. Je reviens maintenant sur la formule de la comparaison de deux moyennes par le test de t cas des petits échantillons. Je dirais donc finalement le t calculé est égal à 0,95 moins 0,6 sur racine carrée de 0,012 sur 4 plus 0,012 sur 4. Et ça nous donne une valeur qui est de 4,52. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Que le t calculé qui est de 4,52 demeure supérieur au t lu dans la table de t qui est de 2,447, largement supérieur, pour DDL est égal à n de A plus n de B moins 2, c'est-à-dire 4 plus 4 moins 2, ça nous fait 6. Et le risque alpha égale 5%. Donc, je dirais tout simplement que la différence est significative entre les deux moyennes obtenues par deux méthodes différentes. Maintenant, on passe à la deuxième approche, c'est-à-dire la comparaison de deux variances. La comparaison de deux variances, variance de l'échantillon A et la variance de l'échantillon B, est
estimé sur n de A et n de BK. Et on doit noter aussi que la variance de l'échantillon A est la plus grande des deux variances, donc sera basée sur le calcul du rapport F est égal variance de l'échantillon A sur variance de l'échantillon B. Alors là, il faut faire très attention. Supposons que nous avons obtenu une variance de l'échantillon B est supérieure à celle de l'échantillon A. À ce moment-là, le rapport F sera comme suit. F égale variance de l'échantillon B sur variance de l'échantillon A. Dans notre cas, ce F calculé donc est égal variance de l'échantillon A, donc 0,0167 sur variance de l'échantillon B, 0,00667. Ça nous fait une valeur de F égale à 2,5. Maintenant, on prend ce F calculé et on va le comparer au F donné par la table de F pour alpha égale 5%. Donc 2,5 quelque chose, donc en arrondissant, ça va me faire un F de 2,6. Hein. Demeure largement inférieur à Fs. C'est une valeur qui est lue dans la table de F pour point égale 5%. Et qui correspond à l'intersection de la colonne NA-1, c'est-à-dire NA c'est 4 moins 1, ça me fait 3, donc troisième colonne, et la ligne N de B moins 1, toujours, donc 4 moins 1, 3. Donc intersection de la colonne 3 et la ligne 3. Alors là, ça nous donne une valeur de Fs qui est égale à 9,28. Donc finalement, Fs 2,6 largement, normalement, la valeur de F est égale à 2,6 et largement inférieure à Fs qui est égale à 9,28. Alors, quelle est ma conclusion? Donc, tout simplement, on dira que la différence est non significative entre ces deux variances. Autrement dit, la variance de l'échantillon A qui est égale à 0,0167 ne diffère pas significativement de la variance de l'échantillon B qui est de 0,00667. Alors, quelle est ma conclusion finale? Ma conclusion finale est la suivante. Pour la même série de données, on obtient deux conclusions qui sont diamétralement opposées, à savoir différence significative et différence non significative pour le même taux d'erreur, c'est-à-dire alpha égale 5%. Bien sûr, respectivement, par le test basé sur la comparaison de deux moyennes, cas des petits échantillons, et celui basé sur la comparaison de deux variances. Alors maintenant, que doit-on choisir comme résultat? Donc, retenez-le bien, vu que NA et NB sont inférieurs à 10, donc il est hautement recommandé d'opter pour le résultat obtenu par la comparaison de deux variances.